Le samedi 1er février 2025, l'atelier d'histoire critique recevait Alain Rouchiot, auteur de La Première Guerre d'Algérie, une histoire de conquête et de résistance 1830-1852, publié aux éditions La Découverte en 2024. La Première Guerre d'Algérie commença le 14 juin 1830 à 4 h du matin. Les conquérants français furent d'emblée confrontés à une force de résistance qu'ils n'avaient pas imaginée, dont la figure emblématique reste l'émir Abdelkader. S'ensuivirent 2 décennies d'affrontements d'une intensité et d'une violence extrême. Prélude à 132 années de présence française, la conquête de l'Algérie constitue un moment décisif dans l'émergence de l'esprit colonial et racial qui marqua durablement la société hexagonale et produit encore aujourd'hui ses effets délétères. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents à la médiathèque Jean Lévy cet après-midi pour cette conférence organisée par l'atelier d'histoire critique. Et on a le plaisir, dans ce cadre, de recevoir monsieur Alain Rouchiot, qui est l'auteur d'un ouvrage qui vient de sortir aux éditions La Découverte, qui s'appelle La Première Guerre d'Algérie, une histoire de conquête et de résistance 1830-1852. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais présenter notre intervenant. Donc, je disais, on est particulièrement content à l'atelier d'histoire critique de recevoir Alain Rouchiot parce que quand on travaille sa biographie, on se rend compte qu'en fait, il a un peu le profil de l'association. Je m'explique. Il a un pied dans la recherche universitaire, scientifiquement rigoureuse, et il n'y a pas de pudeur à dire aussi qu'il est militant par d'autres aspects de sa vie et de son existence en tant que citoyen. Donc dans ce cadre-là, ça faisait pour nous beaucoup de sens de l'accueillir aujourd'hui. Donc je vais le présenter rapidement. Alain Rouchiot, il est spécialiste des guerres coloniales. Tu as commencé par étudier la guerre d'Indochine, donc la guerre d'indépendance menée par les Indochinois contre la France. Puis tu t'es intéressé à la guerre d'Algérie. Tout ça, tu le fais depuis une thèse de doctorat que tu avais consacrée à la question des communistes français et à la guerre d'Indochine. Ce qui est aussi intéressant parce que c'est dire s'adresser quelque part au camp du progressisme et de le questionner sur ses attitudes, sur ses comportements, sa capacité à accompagner les luttes pour l'indépendance. On sait que c'est des histoires qui sont parfois un peu compliquées, que l'histoire de la gauche en général, l'histoire des communistes en particulier, par rapport à la question coloniale, c'est loin d'être aussi fluide qu'on le pense, c'est loin d'avoir été toujours aussi évident qu'on le pense, et c'est une rigueur qu'on a de questionner, entre guillemets, au sens large, notre camp sur ses attitudes dans ces luttes-là. Tu es aussi ex-journaliste à l'Humanité, tu as été correspondant au Vietnam et au Cambodge. Et au Laos. Et au Laos. Et donc tu publies aujourd'hui un ouvrage qui s'intitule La Première Guerre d'Algérie. Donc moi, ma première question, c'est sur les termes, donc les mots du titre, sur la question de l'emploi de guerre et de Première Guerre d'Algérie, qui, je suis sûr, interroge pas mal de gens qui sont venus cet après-midi. Comment est venu ce choix d'utiliser le mot guerre dans le titre? Est-ce que c'est un mot qu'on retrouve dans les archives sur la période que tu étudies? Est-ce que c'est toi qui poses ce mot? Est-ce que d'autres historiens le posent aussi? Est-ce que tu peux nous parler de cette idée de première guerre d'Algérie qui concerne du coup le 19e siècle? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, effectivement, ce terme m'est venu presque spontanément à l'approche du 70e anniversaire de l'autre guerre d'Algérie, de la guerre d'indépendance, qui commence le 1er novembre 1954. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, évidemment, comme toute personne un peu cultivée, connaissant un petit peu l'histoire et l'ayant naguère enseigné, je savais qu'il y avait eu cette conquête et que cette conquête avait été extrêmement violente et un moment important de la jeunesse du colonialisme français. Et donc, effectivement, ce mot guerre était un petit peu, disons, en filigrane, un petit peu dans ma démarche, et il a été amplement confirmé au fur et à mesure que je travaillais, puisque ne serait-ce que les témoignages des généraux, on va en parler abondamment, je pense, les généraux qui ont mené cette guerre, justement. Et on pense évidemment d'abord à Bugeaud qui avait attiré sur lui tous
tous les regards des contemporains, mais qui, à contrario, aujourd'hui, attire tous les regards critiques, mais également la Mauricière, également Saint-Arnaud. Donc, évidemment, en ce domaine, je ne peux jamais citer Saint-Arnaud sans parler de François Maspero, qui avait écrit ce magnifique récit, qui n'était pas un roman, qui était un récit romancé sur Saint-Arnaud, justement, sur le général Boyer, enfin, tous ces gens-là. Et tous emploient le mot guerre ou emploient le mot expédition. Bon, il n'y a pas forcément, mais en tout cas, tous savent qu'ils mènent une guerre. Et donc, la meilleure preuve, d'ailleurs, je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir longuement, c'est qu'elle a duré 15 ans. Elle a duré 15 ans en tenant compte du fait que, bien sûr, après la reddition de l'émir Abdelkader et du Bey Ahmed, dont je parlerai tout à l'heure, c'est une reddition qui arrive en fin 47 pour Abdelkader et début 48 pour le Bey Ahmed. Ça ne met pas évidemment un terme à la lutte du peuple algérien, qui prend ensuite d'autres formes, sans oublier que, bien sûr, il y a eu la grande révolte kabyle de 1871. Donc, et puis ensuite, bien sûr, toute l'histoire jusqu'à... et finalement, c'est peut-être... ce n'est pas une bonne méthode de commencer par la conclusion, mais c'est en tout cas peut-être la conclusion à laquelle je suis parvenu, après d'autres, c'est de dire que le 1er novembre 1954 n'a évidemment pas été un coup de tonnerre inattendu dans un ciel serein, mais que c'était la conclusion logique des 124 années de colonisation qui avaient précédé, et au sein de ces 124 années, énormément de violences, de conflits, celui que j'ai étudié, bien sûr, mais également d'autres moments. Je pense, bien sûr, je le redis, 71, je pense bien sûr à la répression immonde de mai 1945, etc., etc. Donc, oui, pour revenir au cœur de ta question, oui, il y a eu une guerre, oui, il y a eu un affrontement entre une armée et une population. Je dis bien une armée et une population, parce que, bon, bien sûr, il y avait côté algérien des troupes aguerries et courageuses, qui étaient des troupes essentiellement de cavaliers, cavaliers qui étaient beaucoup moins armés que les colonnes françaises. Ces colonnes françaises, alors, premier chiffre à vous soumettre, le débarquement, grâce au papier du général, du maréchal d'ailleurs, enfin il est devenu maréchal après la conquête de l'Algérie, qui s'appelait de Bourmont, qui a noté très précisément chaque acte qu'il accomplissait. On sait que le débarquement du premier Français qui a mis les pieds sur la plage alors ce que les Français appellent Sidi Ferruch et que les Algériens appellent Sidi Fredj, mais mon accent est sans doute extrêmement mauvais, date du 14 juin 1830 à 4 heures du matin. Ça, grâce à Bourmont, on sait cela. Donc entre ce moment et la reddition, donc 1830-1847, il y a eu cette guerre. Et cette guerre a été menée avec énormément de moyens, ce qui immédiatement dément l'idée reçue qui a été enseignée trop longtemps dans les écoles françaises et qu'on retrouve par-ci par-là dans des ouvrages qui ne sont pas très fréquentables, disant que c'est le coup d'éventail du dais sur la joue du consul de France qui aurait été à l'origine de la guerre de cette conquête de l'Algérie, ce qui est absolument faux. Ne serait-ce que encore une fois, par les chiffres. Alors, je vous donne le premier. Le corps expéditionnaire qui arrive devant Alger et ensuite qui débarque à Sidi Fredj, donc en juin 1830, est composé de 38 000 hommes. 38 000 hommes, c'est à peu près, à la louche, la moitié de la grande armée de Napoléon Ier, par exemple. Donc c'est un corps expéditionnaire extrêmement important, avec une centaine de bateaux, dont les premiers bateaux à vapeur, d'ailleurs, et puis toute la flotte marchande qui accompagne ce corps expéditionnaire ne serait-ce que pour envoyer des vivres, etc., qui est au passage affrété par le baron Sellière, hein, donc un nom qu'on a retrouvé ensuite dans l'histoire du XXe siècle. 38 000 hommes, ensuite donc la résistance algérienne qui commence, j'en parlerai, et au plus fort de la guerre, de cette guerre d'Algérie, face à la louche quelques dizaines de milliers de cavaliers arabes et kabyles d'ailleurs. Face à cela, l'armée française a été de l'ordre de 100 000 soldats. 100 000 soldats qui ont sillonné pendant 15 ans l'Algérie
qui l'ont ravagé, on peut dire. C'était des colonnes entières qui sillonnaient, qui allaient d'abord dans les grandes villes, bien sûr. Je rappelle la prise d'Oran et d'Alger qui date immédiatement de 1830, les premières semaines de 1830, et Constantine tombera en 1837, un petit peu après. Mais donc, entre ces trois grandes villes, bien sûr, d'autres cités, et surtout beaucoup d'autres villages, ont été littéralement ravagés par ces colonnes françaises. Pour rétablir, restituer le contexte de la colonisation, je propose qu'on s'attarde un peu sur ta périodisation. Donc 1830-1852, alors on sait, quand on parle de la colonisation de l'Algérie, on sait qu'on parle d'une colonisation très longue parce que, et on y reviendra évidemment, elle s'est heurtée à une résistance vive de la part des populations qui ont fait l'expérience de la violence coloniale et de la barbarie coloniale. On y reviendra aussi largement. Est-ce qu'on peut revenir sur 1830, la première de ces deux dates, la prise d'Alger, donc 1830, mais en réalité, les vues de la France de Charles X sur l'Algérie remontent avant ça, en fait. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les motivations de la prise d'Alger en 1830 et quels sont les plans de la monarchie à cette époque ? Alors, déjà, merci d'employer ce bout de motivation. Je vois que tu es à l'école de Marc Bloch. Marc Bloch qui a toujours dit qu'il fallait différencier les motivations et les causes dans l'histoire. Alors, les motivations. L'idée essentielle, et qui est très très antérieure à la conquête de 1830, c'est le fait de punir les pirates barbaresques. Ça, c'est le terme que l'on retrouve toujours, avec des épisodes qui précèdent de plusieurs siècles la conquête de 1830, ne serait-ce que le bombardement d'Alger par l'amiral Duquesne, donc je ne voudrais pas dire de bêtises, 1687, je crois, en tout cas à vérifier, en tout cas c'est une expédition envoyée par le roi Soleil, par Louis XIV. Donc il y a déjà à ce moment-là l'idée de dire la Méditerranée est infestée par des pirates barbaresques et donc il faut assainir la Méditerranée et punir Alger. Voilà, l'idée c'est de punir Alger. Oublions au passage qu'il y a la piraterie qu'on peut appeler chrétienne, si vous voulez. C'est-à-dire que les puissances européennes avaient également en Méditerranée des centaines de bateaux qui écumaient et qui essayaient d'attraper l'adversaire. Et alors l'objectif était simple, c'était tout simplement d'obtenir des butins et d'obtenir des prisonniers qu'on échangeait contre justement des sommes d'argent ou qu'on transformait en esclaves. Mais il y avait des esclaves chrétiens, parmi lesquels, je vous signale au passage, Cervantes, par exemple, c'est une chose qui n'est pas forcément connue. Cervantes a été esclave. Alors c'était souvent des esclaves domestiques, des esclaves qui étaient au service des grands, qui étaient domestiques. Mais bon, il y avait des esclaves chrétiens en Afrique du Nord et il y avait des esclaves musulmans en Europe du Sud. Donc, de ce point de vue, il y avait une sorte d'hypocrisie à dire qu'il n'y avait que les pirates barbaresques. En tout cas, l'idée de punition existe dès la fin du XVIIe et peut-être même avant. Bonaparte, avant d'être Napoléon Ier, a déjà imaginé à un moment de conquérir Alger. Donc on a des traces. Il avait envoyé un espion qui s'appelait Boutin, sergent Boutin, qui avait fait une mission d'espionnage sous couvert d'aller visiter son cousin au consulat de France. Il y avait la France qui était représentée par un consul. Et donc, il avait voyagé un petit peu. Les Algériens devaient être un peu naïfs parce qu'il a réussi à prendre beaucoup de plans. Et parmi les plans, il a ramené celui de Silifredge, par exemple. C'est lui qui a peut-être pas le premier prononcé le nom, mais le premier est allé sur les lieux, qui a ramené ses plans et qui les a ramenés à Bonaparte. Mais on est en 1802 et donc Bonaparte finalement a préféré tourner, pour le plus grand malheur des populations européennes, tourner ses regards vers l'Europe. Donc, mais l'idée que Bonaparte y ait déjà pensé à punir Alger et c'est extrêmement important. Alors, je vais très, très vite, effectivement, pour ensuite arriver sur le projet qui, lui, a abouti, qui est celui, donc, de la Restauration. Je vous rappelle qu'en juin 1830, enfin, en tout cas, au moment du débarquement, on est encore sous la Restauration. C'est Charles X, et comme vous avez tous une mémoire historique phénoménale, vous savez que la seconde Restauration va se casser la figure immédiatement après, les trois glorieuses, 26, 27, 28 juillet 1830, et donc c'est la Restauration qui a l'initiative et donc qui envoie ce corps expéditionnaire. Et immédiatement après,
Charles X est remplacé par Louis-Philippe, et donc à partir de ce moment-là, effectivement, il va y avoir une interrogation. Louis-Philippe la monarchie de Juillet reçoit un petit peu ce cadeau peut-être empoisonné de l'Algérie, ne sait que dans un premier temps, ne sait trop qu'en faire. Je me suis inscrit j'ai contesté l'idée selon laquelle il y avait un projet colonial escalité, si vous voulez, un projet colonial structuré, déjà pensé dès 1830. Je pense qu'en 1830, que ce soit la restauration, les premiers balbutiements de la monarchie de Juillet, il n'y avait pas forcément un projet de conquête coloniale. Il y avait un projet d'annihilation et de destruction de la puissance barbaresque et de contrôle d'Alger et d'Oran. Je répète qu'Oran, donc, comme vous savez, sur la côte, donc les deux grandes villes ont été rapidement conquises et rapidement d'ailleurs dévastées. Ça c'est un autre aspect sur lequel on reviendra. Donc la monarchie de Juillet va se retrouver pendant une période qui va durer à peu près 3 ou 4 années de points d'interrogation, de ne pas trop savoir que faire de cette Algérie. L'idée qui est acquise définitivement aux yeux des conquérants, c'est de garder Alger, ça c'est sûr. On garde Alger pour définitivement assainir, comme je l'ai dit, la Méditerranée. Mais est-ce qu'il faut pénétrer l'intérieur des terres et en faire proprement un projet colonial avec donc colonisation des terres, avec envoi de civils qui vont asseoir la domination, y compris politique française? Ça, c'est une question qui taraude les élites et qui est finalement résolue par l'envoi d'une commission d'enquête en 1833, donc ça va quand même assez vite. Et à partir de ce moment-là, effectivement, l'idée, c'est de dire non seulement nous devons garder Alger-Oran, mais nous devons poursuivre la conquête et aller à l'intérieur des terres, et ensuite, à partir de ce moment-là, envoyer des civils. Je vous signale au passage que les premiers civils qui arrivent assez vite, d'ailleurs, qui arrivent pratiquement tout de suite après les militaires, mais ces premiers civils, ce sont souvent des cabaretiers, c'est-à-dire qui tiennent des estaminets, ce sont souvent des petits commerçants, des petits artisans, et puis également toute une population en haillons qui arrive là et qui n'a pas de projet de colonisation des terres. Donc la colonisation des terres, une fois encore, arrivera plus tard. Avant l'arrivée des Français, l'Algérie est une province ottomane, donc il y a une administration, voilà. Est-ce que tu peux dire un mot donc des conséquences de la conquête sur la société algérienne, sur ce que ça provoque, sachant que la prise d'Alger est immédiatement inflige un coup immédiatement très important sur la ville en elle-même, qui est en partie rasée par le corps expéditionnaire français, que très rapidement les Français vont généraliser la pratique des razzias. Donc est-ce que tu peux dire un mot sur ce choc qui est très rapidement infligé à cette société, et que deviennent aussi les Ottomans, les autorités ottomanes qui étaient là sur place? Comment ça se passe quand les Français arrivent? Alors, la nature exacte du pouvoir avant l'arrivée des Français, c'est effectivement, on peut dire, ça fait partie de l'Empire ottoman. On parle de la régence d'Alger. Régence d'Alger, ça veut dire qu'il y a tout simplement un pouvoir qui a eu une certaine autonomie par rapport à Constantinople. Donc, vous imaginez les distances à l'époque. Pour aller de Constantinople à Alger, il faut plusieurs semaines déjà à l'époque. Donc, les émissaires, les ordres, y compris le fruit de la collecte des impôts, tout ça met énormément de temps. Donc, c'est une domination qui est, d'une part, relativement superficielle, humainement parlant, et qui, d'autre part, est politiquement assez large. Il y a donc un Dey, D-E-Y, le Dey d'Alger, qu'on peut traduire par gouverneur général, si vous voulez, qui est donc le représentant de la puissance ottomane sur place. Entre le débarquement de Sidi Frej, 14 juin 1830, et la capitulation d'Alger, 5 juillet 1830, il y a donc 3 semaines qui se passent. 3 semaines, c'est rien du tout. Donc l'armée turque et les cavaliers arabes et kabyles qui sont venus également participer à cette résistance sont immédiatement laminés. Il n'y a pas de véritable organisation. Et donc très vite, bien la mince couche de gestionnaires, d'administrateurs et de militaires, de cadres turcs vont être expulsés.
ils vont être expulsés. Alors la question m'est souvent posée, pourquoi l'Empire ottoman, qui était énorme, qui allait jusqu'à la frontière du Maroc? Je vous rappelle que le Maroc a toujours été indépendant, n'a jamais fait partie de l'Empire ottoman. Mais jusqu'à la frontière du Maroc, c'était l'Empire ottoman. Pourquoi n'est-il pas intervenu? Tout simplement parce qu'il était en état d'affaiblissement complet. Une chose qui est peut-être un petit peu oubliée, c'est la guerre d'indépendance de la Grèce, 1827. L'Europe entière s'était liguée contre l'Empire ottoman. La bataille de Navarin, qui était un véritable désastre pour la flotte ottomane, fait qu'en 1830, l'Empire ottoman est absolument incapable militairement, alors il proteste bien sûr, mais militairement il est incapable d'intervenir. Donc je ferme cette parenthèse pour venir maintenant effectivement à la matérialité des jours de la conquête. Donc, lorsque les Français arrivent devant Alger et qu'ils obtiennent immédiatement, après ces 3 semaines, presque immédiatement, la capitulation du dé d'Alger, ils sont devant une ville qu'ils ne comprennent pas. L'urbanisme oriental, pour eux, est quelque chose qui est complètement hors de leur univers intellectuel, et donc ils ne comprennent pas cette ville où il y a des ruelles, etc. Et donc, ne serait-ce que pour faire pénétrer jusqu'au cœur de la ville les colonnes militaires, eh bien, ils commencent les destructions. Les destructions du vieil Alger ont été immédiates et ont duré très longtemps d'ailleurs, mais en tout cas dans les premières années, d'ailleurs je cite un exemple, un témoignage dans mon livre, où les gens qui ont voulu faire, quelques années plus tard, 1837-38, qui ont voulu faire un plan d'Alger, un premier plan d'Alger, se sont aperçus qu'il y avait au centre une sorte de grand carré blanc, parce que les archives ottomanes avaient été soit détruites, soit n'avaient jamais existé. Donc ce carré blanc, on ne sait pas exactement ce qu'il y avait, tout simplement, ça a été détruit. C'était détruit, et c'est ce qui a donné la naissance à la place du gouvernement, par exemple, qui était ensuite, qui est aujourd'hui la place de l'amiral Abdelkader, je crois. Donc voilà, il y a eu cet aspect-là. Donc ça s'explique par des raisons pratiques, donc tout simplement faire circuler l'armée à l'intérieur de la ville d'Alger, mais ça s'explique également par des raisons idéologiques, qu'on peut appeler idéologiques, c'est-à-dire la sous-estimation de tout ce qui est l'urbanisme algérien, et en particulier des mosquées. Dès les toutes premières semaines, des mosquées sont détruites, d'autres sont transformées en écuries, ou en lieu de résidence en caserne, je cherchais le mot, en caserne pour les soldats. Donc ils vont s'installer là, tout simplement parce qu'ils cherchent des espaces un petit peu grands, suffisamment importants pour pouvoir se reposer, y compris donc des écuries. Et les premières transformations de mosquées en église commencent immédiatement. J'ai plus la date en tête, mais enfin, les 31, 32, 33, il y a déjà des... et ensuite, il y a le premier évêque d'Alger qui va arriver, Monseigneur Dupuche, qui lui va tenter un petit peu de prosélytisme, qui va se casser la figure assez rapidement. Donc voilà, cette pratique de destruction va également exister à Oran. Et ensuite, au moment de la conquête de Constantine, comme je l'ai dit, 1837, Constantine va être également une ville qui va énormément souffrir de la présence française. Maintenant, l'autre aspect, c'est dans les campagnes, puisque là, on va enfin parler véritablement de la conquête, c'est-à-dire la pénétration de l'armée, des armées françaises à l'intérieur du territoire. Eh bien, cette conquête a été un véritable chamboulement, un véritable drame pour les populations civiles, puisque au fur et à mesure, il va falloir qu'on parle bien sûr de la résistance, puisque la violence se veut en tout cas une réponse à la résistance, la violence coloniale se veut une réponse à la résistance. Eh bien, cette violence va être multiforme et éradicatrice, véritablement. Il va y avoir sans qu'il y ait derrière une volonté d'extermination des populations. Je me suis inscrit en faux dans le livre en disant qu'il n'y a pas eu de volonté génocidaire, même si le mot n'existait pas à l'époque, ou de volonté exterminatrice. Mais les résultats, par contre, étaient là. C'est-à-dire qu'il y a eu, à chaque fois qu'une colonne française arrivait devant un village, elle procédait aux razzias. Je pense que les razzias sont quantitativement la pire chose qui soit arrivée aux populations.
civile, puisque tout simplement c'était quand une colonne française, soit par riposte ou par répression, soit tout simplement pour chercher des vivres, arrivait devant un village, eh bien ce village était pillé. C'était un pillage en bonne et due forme, c'est-à-dire voler le grain, voler le bétail. Hein. C'est des choses qui sont connues. Là, vraiment, j'ai pas eu beaucoup de difficultés à trouver des sources. D'abord parce que les officiers, on en parlera sans doute tout à l'heure, les officiers se vantaient de ces pratiques et ils donnaient beaucoup de détails dans leur courrier. C'est une source absolument inépuisable de la recherche, mais également la presse. C'est une chose très, très surprenante pour un historien qui connaît mieux le XXe siècle, de constater par exemple que la presse de la monarchie de Juillet, qui est entièrement numérisée sur Gallica, hein, bon, ceux d'entre vous qui pratiquent Gallica connaissent sans doute, le journal des débats par exemple, qui est le grand journal, qui est un peu le grand journal d'information de l'époque, un petit peu le Monde d'aujourd'hui si vous voulez, le journal des débats donnait par le détail des récits des razzias. C'est-à-dire que la colonne arrivait, il y avait le nombre de moutons, le nombre de bœufs, la quantité de vivres, de blé qui était emporté par les colonnes. Et donc, les Algériens qui sur place, soit se révoltaient, soit élevaient la voix, soit voulaient résister, soit tout simplement étaient sur place et étaient tués. Il y a beaucoup d'exemples de gens qui ont été tués directement, des femmes violées. Le viol est malheureusement également référencé dans mon livre avec beaucoup moins de sources que pour les autres, parce que ça, évidemment, c'est plus difficile à trouver dans les archives et dans les récits. Et puis, tout ce qui restait, s'il restait quelque chose, était brûlé. C'est-à-dire que là, on arrive là à l'une des premières causes de l'énorme perte démographique, c'est-à-dire la famine. C'est-à-dire la famine, des populations entières qui se retrouvaient sans rien et qui étaient vouées soit à mourir sur place, soit à aller vers le sud, vers des zones plus arides, pour essayer d'échapper à l'armée française et de trouver de nouvelles terres à cultiver, mais c'était évidemment en général dans un état de faiblesse absolue. Donc voilà, la razzia, c'est, je dirais, la colonne vertébrale de la répression, et quantitativement, c'est peut-être moins spectaculaire que les enfumades, dont je pense qu'on va en parler, ou que les décapitations. Enfin bon, malheureusement, je ne me suis pas amusé en écrivant ces pages-là, parce qu'il y a vraiment des descriptions qui sont très très nettes. Sous la plume des généraux, les décapitations sont référencées, sont décrites. Les essorillements, je ne sais pas si vous... Moi j'ai appris ce mot en travaillant. Les essorillements, c'est couper les oreilles. On coupait les oreilles pour ramener à l'officier qui avait donné les ordres des preuves qu'on avait effectivement procédé à la répression en question. Donc les essorillements ont été un phénomène massif. Il y a des textes dans mon livre, des textes que je cite, où on ramenait des barriques pleines d'oreilles. Bon, j'arrête, parce que ça, on est en période de digestion, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est des choses c'est pas par plaisir qu'on dit ça, c'est pas pour dire qu'il y a d'un côté des salauds et de l'autre côté des braves gens. Non, c'est la logique de la guerre coloniale. Bon, du coup, tu anticipes un petit peu la suite de l'entretien tel que je l'avais imaginé, mais en effet, il y a une longue liste d'exactions, de violences qui sont infligées aux populations algériennes. Donc, tu parles dans ton ouvrage d'expulsion de villages entiers, de la pratique de la décapitation, du viol des femmes, de la destruction volontaire des silos de céréales. Et en effet, tu as commencé déjà à en parler, c'est pas caché dans les sources. En fait, tu lis, tu trouves des traces dans les sources. Voilà, ça amène quand même à la question de savoir est-ce que ces descriptions qu'on trouve dans les débats en métropole, est-ce qu'ils amènent une opposition à cette conquête parce qu'il se dit aussi que en fait l'idée qu'on a de la mission civilisatrice qu'on a en France, est largement partagée en fait. Donc la question c'est, ok, donc ces débats sont retranscrits, on a l'information en métropole et ça débouche sur quoi en fait qu'est-ce que ça change pour les Français et dans quelle mesure la population française, dans son entièreté, a conscience de ces violences qui sont perpétrées de l'autre côté de la Méditerranée? Alors, la première chose que je veux dire, c'est que l'idéologie coloniale,
j'ai un petit peu modifié, si vous voulez, enfin, j'ai eu la prétention peut-être de modifier un certain nombre de choses qui dans l'historiographie jusqu'à présent. À savoir que l'idéologie coloniale aurait été un produit essentiellement du début de la Troisième République. Hein. Je vous rappelle le livre, pour ceux qui ont fait des études d'histoire, le livre de Raoul Girardet, L'idée coloniale en France. Il fait commencer ça en 1871. Non, l'idée coloniale en France s'impose. Je parle de la seconde colonisation. La première colonisation, il y a encore des aspects qu'il faudrait étudier de plus près. Mais en tout cas, ce qu'on appelle habituellement la seconde colonisation, pour moi, elle commence pas avec les conquêtes la fin du Second Empire et le début de la Troisième République. Elle commence dès 1830. Parce qu'il y a, dès ce moment-là, une structuration de l'idéologie coloniale qui est reprise presque mot à mot par la Troisième République. Le discours de Jules Ferry, qu'on cite très souvent, vous savez, il y a des races inférieures et des races supérieures, et la mission des races supérieures, c'est de civiliser les races inférieures. Discours de juillet 1885 à propos de la conquête du Tonkin. Eh bien, il y a les mêmes choses sous une plume qui va peut-être vous surprendre, celle de Lamartine. Lamartine, qui n'est pas seulement le poète romantique, mais qui est également un homme politique. Il a été député d'opposition, d'ailleurs, sous la monarchie de Juillet, et il a ensuite été ministre, comme vous le savez, de la Seconde République. Quand il est dans l'opposition, donc c'est une opposition républicaine, il est considéré comme un homme de gauche, et je parlerai après, si vous voulez, même de l'autre gauche française, la gauche socialiste. Mais Lamartine dit pratiquement, alors c'est plutôt Jules Ferry qui dit la même chose que Lamartine d'un certain point de vue, il parle de tous les aspects de l'idéologie coloniale. Premier aspect, la grandeur de la France. Ça, c'est quelque chose qui est très fort. La France, limitée à son hexagone, je ne sais pas si l'hexagone existait à l'époque, sera vouée à rester une puissance européenne et finalement secondaire. D'autant plus qu'on est quand même 15 ans seulement après la chute de Napoléon Ier. Et donc la France est à une époque une puissance devenue une puissance secondaire en Europe. Donc premier aspect, la grandeur de la France. Deuxième aspect, la mission civilisatrice. Donc ça figure presque, le mot figure d'ailleurs à l'époque, pas sous la plume de Lamartine, mais chez d'autres. Mission civilisatrice justifiée par l'inégalité des races humaines. L'inégalité des races humaines, le grand essai de l'époque du comte de Gobineau, 1843, on est en pleine période de la conquête de l'Algérie. C'est le premier c'est un énorme volume, qui théorise, qui résume un petit peu l'idée qu'il y a des races supérieures et des races inférieures. Mais Gobineau ne fait que répéter ou que mettre en forme ce que l'immense majorité des Français, des penseurs français estiment à l'époque. Donc il y a donc cette inégalité. Troisième aspect de l'idéologie coloniale, l'Eldorado, le mythe. Alors ça, c'est quelque chose que tous les historiens qui ont travaillé sur la colonisation ont retrouvé. Dans toutes les conquêtes, à chaque fois, il y a l'idée que la France va s'enrichir parce qu'il y a des richesses inimaginables outre-mer et que ces imbéciles d'indigènes sont incapables de les mettre en valeur. Donc nous, on va y aller, on va d'une part leur apprendre le travail, et d'autre part, bien sûr, recueillir les fruits de cette mise en valeur. Donc la notion d'Eldorado. Il y a des colons qui partent, je parlerai tout à l'heure des colons, il y a des colons qui partent persuadés qu'ils n'ont qu'à se baisser pour cultiver la terre et que ça va être une terre fertile et ça va être un nouveau drame humain d'ailleurs. Quatrième aspect, la lutte contre la pauvreté en France. C'est l'époque où Napoléon Bonaparte écrit un essai célèbre, l'extinction du paupérisme. Le paupérisme, c'est un anglicisme, c'est la pauvreté. Extinction du paupérisme, donc pour lutter contre l'immensité, la vague de misère qui submerge la France à l'époque. C'est une époque où c'est l'époque où Victor Hugo parle des caves de Lille, par exemple. C'est l'époque de l'enquête de Villermé. Et c'est l'époque également où des révoltes des canuts. C'est l'époque où le drapeau rouge réapparaît sur les barricades des canuts, par exemple. Donc, pour faire face
au danger social, et c'est l'époque où Marx et Engels écrivent le manifeste communiste, hein, 47-48. Hein. Donc tout ça, c'est la même période. Donc, pour faire face aux révoltes ouvrières et pour faire face à cette misère qui risque de bouleverser l'ordre social, eh bien, il faut coloniser. Donc tous ces aspects-là sont dans le discours de Lamartine, mais de bien d'autres. Je cite Lamartine, je cite bien d'autres. Et puis, la gauche française, la gauche socialiste française, alors ce sont les fourriéristes. Il y a même une tentative de phalanstère, justement à Silifred. Ils vont essayer de mettre en place un phalanstère. Les Saint-Simoniens accompagnent la conquête et justifient la conquête. Alors pas du tout au nom de l'inégalité des races, au nom de ce qu'on peut appeler un racisme paternaliste, si vous voulez, dire on va se diriger vers ces braves indigènes, voire même certains d'entre eux se convertissent à l'islam, comme Ismaël Rubin par exemple. On va vers eux pour les élever dans l'humanité finalement. C'est un petit peu l'idée. Et on retrouve ça. Je ne vais pas vous lire les textes, mais j'avais trouvé un texte de Louis Blanc par exemple. Alors c'était pas le socialiste le plus extrémiste, on peut dire, mais Louis Blanc est favorable par exemple à la colonisation par l'État. Louis Blanc dit oui, il faut coloniser l'Algérie, mais il faut que ce soit un processus étatique et que l'État puisse contrôler et posséder des terres, sous-entendu un État à vocation socialiste. Donc tout ça, ça figure. Alors j'en arrive enfin maintenant à la réponse. À l'intérieur de cet accord global, dans lequel il y a très peu d'exceptions, bon, je citerai 2-3 exceptions, mais c'est vraiment des oiseaux rares. Hein. Bon, si dans les exceptions, il y a quand même des économistes libéraux, c'est pas rien. Et aujourd'hui, on dirait que les économistes libéraux sont les gens de droite. Et si vous voulez, c'est l'idée de mise en valeur de la France. Bon, par exemple, je crois que c'était Gustave de Molinari, qui est le grand économiste libéral de l'époque, qui dit mais qu'est-ce que vous avez besoin de dépenser des millions en Algérie alors que on est seulement au moment où on commence à mettre des voies ferrées en France, au moment où il y a encore des endroits entiers qui sont des cloaques, etc. Donc il y a cette opposition, c'est une opposition intellectuelle qui n'a pas de répercussion populaire. Mais pour le reste, donc il y a ce consensus. Bon, j'en finis avec le consensus. Et à l'intérieur du consensus, il y a la critique des méthodes, ce qui n'est pas la même chose. La critique des méthodes, l'effroi, le même Lamartine qui justifie la colonisation, et parmi ceux qui vont dénoncer les enfumades. Vous connaissez le phénomène des enfumades, je résume rapidement. Alors. Les enfumades, c'est le processus qui consiste à poursuivre une tribu qui s'est révoltée, ou tout simplement à tirer quelques coups de feu. Là, ce n'est pas les cavaliers d'Abdelkader, c'est vraiment des populations civiles. Hein. Une tribu qui voit l'armée française arriver, qui essaye de tirer quelques coups de feu ou d'empêcher sa progression. Lorsque la puissance de feu française les surprend, ils se réfugient dans les grottes, ils connaissent bien leur région, et donc tout simplement l'armée française brûle des fagots à l'entrée des grottes et tue des gens par asphyxie ou brûlés vifs. Il se trouve que malheureusement il y a 3 ou 4 ans j'étais en Algérie, j'ai été jusqu'à l'entrée des grottes du Dara. C'est du côté de Mostaganem, je crois, en 1845. Ça a été une véritable boucherie. Et la surprise, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces crimes sont référencés dans la presse. Alors la même presse qui dit qu'est-ce qu'on est fier de coloniser et de porter la civilisation en Algérie, la même presse va dénoncer les excès. Et on trouve dans la Chambre des Pairs, à l'époque il y a 2 chambres, la Chambre des députés et la Chambre des Pairs. Dans la Chambre des Pairs, donc on se dit c'est tous des nobles, c'est tous des réacs. Eh ben non. Alors ils sont peut-être réacs socialement, mais en tout cas, on trouve dans le discours de certains députés donc de la Chambre des Pairs des critiques des méthodes, des critiques très très vives, hein, qui vont jusqu'à traiter Bugeaud d'assassin. Donc ça va très 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 loin. Bon, on ne peut pas faire l'histoire de cette première guerre d'Algérie sans parler évidemment des résistances. Et donc, dans la question des résistances locales, il y a évidemment la figure de l'émir Abdelkader qui va émerger.
l'émir Abdelkader qui donc entre en révolte à partir de 1832 et qui parvient à fédérer autour de lui les différentes oppositions à la conquête et à la colonisation française. Donc, quand même rappeler que l'émir Abdelkader, en 1832, il n'a que 24 ans, ce qui en fait une figure assez intéressante. J'étais surpris de t'entendre dire sur France Culture, quand tu es passé chez Xavier Mauduit, tu as dit que selon toi, c'était une figure majeure de l'histoire du 19e siècle, voire même de l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas si tu peux en porter. J'assume. Donc, est-ce qu'on peut dire un mot de l'émir Abdelkader, mais aussi, alors ça, je l'ai découvert en préparant l'entretien, en fait, l'émir Abdelkader n'incarne pas l'entièreté de la résistance aux Français, puisque dans l'Est algérien, il y a le Bey Ahmed aussi qui résiste, qui prend les armes. Est-ce que tu peux dire un mot de ces deux formes de résistance et peut-être pourquoi elles n'arrivent pas à converger? Mais voilà. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la toute première période qui a un véritable coup de massue, donc 1830, un véritable coup de massue dans la société algérienne. Tous les anciens dirigeants du pays, donc les Turcs, partent pratiquement dans les 2-3 semaines, hein, ça se fait très très rapidement, 2-3 semaines après la reddition d'Alger, donc des fins juillet 1830, début août, il n'y a pratiquement plus d'encadrement turc en Algérie. Donc il y a ce que j'ai appelé dans le livre une période de sidération. Les populations sont désemparées, celles qui ont connaissance, parce qu'évidemment à l'intérieur des terres on ne sait pas forcément ce qui s'est passé à Alger, mais en tout cas donc il va y avoir donc cette période de sidération et forcément il va y avoir une volonté de regrouper les éléments hostiles à la présence française, et en l'occurrence ce sont les chefs de tribu. Hein, c'est pas une résistance populaire, c'est pas du guévarisme avant l'heure, hein, quoique sur les formes d'ailleurs on pourrait peut-être faire certains parallèles. En tout cas, ce sont les chefs de tribu qui se réunissent. Alors à l'ouest, c'est effectivement Abdelkader, qui va devenir très vite l'émir Abdelkader, qui va être élu par les chefs de tribu pour mener la lutte de libération. Qui est-il? C'est un fils de grande famille. Son père, je suis désolé, j'ai oublié son nom, son père avait été pressenti, mais son père va immédiatement demander à ne pas prendre la tête de la lutte armée parce que c'est trop vieux, et il présente son fils. Son fils, donc, qui a 24 ans. Mais à 24 ans, il est déjà Hajj, c'est-à-dire qu'il a déjà fait le pèlerinage à la Mecque, ce qui est très important pour la société algérienne, bien sûr. Il a déjà combattu, il a fait partie des premiers cavaliers qui ont essayé de lutter sous les remparts d'Oran. Et donc il a une réputation d'homme très pieux. Il semble qu'il ait connu pratiquement le Coran totalement par cœur. Il était très pieux. Et en même temps, donc, il a cette qualité de combattant. Donc il a le profil idéal. Et le choix des tribus donc de l'Ouest va se révéler judicieux, puisqu'il va donc mener cette guerre d'une façon... Alors je vais vous lire un texte quand même. Je vais essayer de le retrouver vite. C'était pas prévu, donc... Oh, mais t'inquiète pas, Alors, je vais vous lire un texte et je vais vous ménager mes surprises après. Cependant, Abdelkader les suivait donc les Français, le long des collines, épiant le moment et le lieu propre à l'attaque. Là où il apprenait que les Français devaient porter leurs pas, il gâtait les fourrages et empoisonnait les sources, si rares dans ce pays. Il se montrait tantôt à Bugeaud, tantôt à Saint-Arnaud, tombait sur les derniers rangs et regagnait aussitôt les hauteurs. Puis, il revenait menacer l'un, harceler l'autre. Enfin, ne livrant jamais de bataille, ne laissant jamais de repos, et il réussissait à empêcher l'ennemi d'accomplir ses desseins. Voilà donc un texte qui n'a rien à voir avec Abdelkader. C'est un texte de l'historien Salluste au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui parlait de la lutte de Jugurtha. Donc j'ai fait un petit clin d'œil, un petit effet peut-être facile, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est exactement la description de la guerre de harcèlement. C'est la définition de la guerre du faible contre le fort. Le mot guérilla, d'ailleurs, est contemporain. Il est né pendant la lutte napoléonienne en Espagne. Hein. Le mot guérilla est contemporain de l'époque. Donc, en fait, il a des guérilleros. Il a une armée de cavaliers qui se déplace, qui est absolument insaisissable, avec d'ailleurs autour de sa Smala, qui est une véritable ville ambulante, qui sera prise par la suite par le duc d'Aumale. Enfin,
je veux faire appel à vos souvenirs des sketchs de Pierre Dac. La Smala d'Abdelkader est une véritable ville ambulante, et à l'intérieur de la Smala, il y a les familles, mais il y a également bien sûr les cavaliers. Et ces cavaliers pratiquent cette science en quelque sorte du harcèlement. Les colonnes françaises sont harcelées, et dès qu'un régiment ou une division, je ne connais pas tous les termes militaires, est un petit peu en état soit de faiblesse, soit d'affaiblissement, et bien immédiatement les cavaliers d'Abdelkader sont là, et c'est le cas par exemple de la bataille de Sidi Ibrahim. Sidi Ibrahim, je crois en 1845, où le commandant, ou colonel plutôt, Montagnac, avait fait preuve un petit peu d'aventurisme, s'était un petit peu aventuré trop tôt et trop vite dans des zones contrôlées par les armées d'Abdelkader, et ils ont été immédiatement complètement anéantis. Donc c'est devenu après un héros de la résistance française cette fois-ci. Donc cette façon de mener la guérilla ne peut s'expliquer que par le soutien de la population. Là-dessus, je veux dire, la notion de guerre populaire n'est pas une invention du XXe siècle, n'est pas une invention de Mao Tse-tung. C'est aussi vieux qu'il y a aussi ancien qu'il y a des conquêtes et des résistances. Donc cette guerre populaire, Abdelkader va en devenir véritablement un maître, avec cet ajout qui est en même temps qu'il a la volonté de façonner un État. Et c'est là qu'on arrive à la différence avec Ahmed, dont je vous parlerai après. Abdelkader, je crois, a très vite compris que l'ère de la domination ottomane était achevée. C'est pas difficile à comprendre d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pratiquement plus de Turcs, et ils avaient été battus à plat de couture, et ils étaient partis d'une façon assez piteuse, repartis à Constantinople. Donc Abdelkader considère qu'à partir de ce moment-là, il y a en quelque sorte en gestation est-ce qu'on peut dire une nation algérienne? C'est un débat assez ancien et sur lequel je ne vais pas m'aventurer, mais en tout cas, il y a une identité algérienne, ça j'en suis sûr. Et sur cette identité algérienne, il va donc d'une part greffer la guerre populaire, mais également la construction d'un État. C'est-à-dire que dans toutes les zones qu'il pouvait contrôler, et évidemment il contrôlait une grande partie du sud algérien, eh bien il a mis en place une structure avec une administration, avec des fonctionnaires, avec une collecte d'impôts, avec un début d'industrie. Les Français, lorsqu'ils arrivaient dans des lieux qui avaient été précédemment occupés par Abdelkader, étaient très surpris de trouver des ateliers, par exemple des ateliers de fabrication d'armes. Ce n'étaient pas les seuls, hein. Les Anglais ont pourvu la résistance d'Abdelkader avec beaucoup d'armes. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y avait cette idée. Donc Abdelkader, dès ce moment-là, considère que s'il réussit à évincer les Français, eh bien, on se retrouvera entre Algériens et qu'on pourra constituer un État, et a fortiori, parce que le mot nation n'est pas utilisé par lui, mais a fortiori une nation. A fortiori une nation, en tout cas, encore une fois, en gestation. La différence avec Ahmed, c'est qu'Ahmed, lui, se veut absolument fidèle à l'Empire ottoman. Ahmed a jusqu'au bout, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'ils étaient rendus lui aussi dans l'honneur début 1948, jusqu'au bout il a espéré un soutien militaire, une intervention même militaire de l'Empire ottoman pour rétablir ensuite, et son objectif c'était sans doute de devenir dès de l'Algérie, donc gouverneur général de l'Algérie au nom de l'Empire ottoman. Donc ce qui n'a pas, et donc il a toujours rejeté. Aussi bien l'un que l'autre n'ont jamais voulu s'allier. C'est un des drames de la résistance algérienne, c'est-à-dire que en fait, cette résistance a été parcellaire. L'autre aspect de la résistance, c'est le repli vers le Maroc. Je vous ai dit tout à l'heure que le Maroc était un sultanat qui était autonome, et donc le sultan du Maroc, qui s'appelait Abderrahman, je crois, sous réserve qu'on me contredise, le sultan du Maroc a, au nom de la solidarité musulmane tout simplement, et de la proximité entre Algérie et Maroc, a soutenu la résistance algérienne. Et donc c'était une bénédiction pour Abdelkader, parce que dès que ces colonnes, qui étaient beaucoup moins fortes que les colonnes françaises, voulaient se replier,
elle pouvait se replier, au Maroc. Et en plus, évidemment, recevoir toutes les armes anglaises passaient, vous connaissez la géographie, ça passait par Gibraltar, donc forcément ça passait par le Maroc, et les armées d'Abdelkader étaient approvisionnées par un certain nombre d'armes anglaises. Donc cette situation a provoqué la rage des Français, et en particulier des généraux français. Et à un certain moment, un certain maréchal Bugeaud, qui n'était pas encore maréchal, il était maréchal à ce moment-là, en 1944, il était maréchal, Bugeaud a décidé de mettre fin à cette coopération qu'on ne peut pas appeler ça alliance, mais en tout cas cette coopération algéro-marocaine, et donc a pénétré d'une façon totalement illégale, contraire au droit international. Il est rentré sur le territoire marocain avec la bataille d'Isly en 1844, où l'armée marocaine a été décimée en quelques heures. L'armée marocaine était absolument incapable de résister à l'armée française à ce moment-là. Donc c'est la fameuse bataille d'Isly, et d'ailleurs Bugeaud est devenu duc d'Isly par la suite. Et simultanément, la flotte française, commandée par le prince de Joinville, qui est le fils de Louis-Philippe, a bombardé Tanger et Mogador, et ça on verra aujourd'hui. Donc les gens qui vont aujourd'hui au théâtre Mogador ne savent sans doute pas que c'est un coup de chapeau à un acte de piraterie internationale. Donc Mogador et Tanger ont été bombardés, et à ce moment-là, la France a imposé au sultan du Maroc, à Sultan Abderrahmane, de renoncer à son alliance, et non seulement de renoncer à son alliance, mais de pourchasser sur son territoire les cavaliers, enfin ce qui restait des troupes d'Abdelkader, et les troupes d'Abdelkader ont été acculées à la frontière, et finalement ont été prises en quelque sorte en étau. Donc Isly c'est 44, et la résistance d'Abdelkader s'est terminée en décembre 47. Donc vous voyez, il avait vraiment plus du tout le choix. Bon, à chaque fois j'ai la surprise de constater la rapidité avec laquelle le temps passe dans les conférences, mais je pense que nous, ce qu'on aime bien faire avec l'association, je pense que toi aussi, c'est de ne pas faire des conférences dans un pur souci d'érudition, mais d'essayer d'en tirer quelques clés de lecture politique. Donc j'aimerais au moins poser encore 2 questions avant de laisser la parole au public. Moi, en t'écoutant, en te lisant, il y a quelque chose qui apparaît vraiment intéressant dans la lecture des événements dont tu nous fais l'exposé, c'est la question qui est vieille comme Aimé Césaire et son discours sur le colonialisme, de l'ensauvagement du colonisateur et de son armée. La question de cet ensauvagement de l'armée, de par les pratiques que tu as décrites, razzia, décapitation, viol, enfumade, etc. Et donc la question de l'effet retour de cette violence en métropole. Il me semble quand même que quand on te lit, on voit qu'il y a 2 noms qui sortent, de généraux qui ont massacré en Algérie, et qui, après coup, sont venus en métropole, ont réprimé le mouvement ouvrier dans les années qui ont suivi. Donc il y a au moins 2 exemples. Il y a l'exemple de Cavaignac, qui est impliqué dans les enfumades en 1844, et qui sera le bourreau des révoltes ouvrières de juin 1848 pendant la Seconde République. Et l'autre exemple que tu as cité en introduction, c'est celui de Saint-Arnaud, évidemment. Donc Saint-Arnaud, général de Saint-Arnaud, pour lequel Victor Hugo avait les mots suivants. Ce général avait les états de service d'un chacal. Saint-Arnaud qui, lors du coup d'État du futur Napoléon III, lors du coup d'État du 2 décembre 1851, a massacré les Parisiens au canon. Au cri de « à mort les Bédouins ». C'était donc on est en plein dans le sujet. Significatif. On est en plein dans le sujet. Il a bénéficié de funérailles nationales après sa mort, et il a quand même livré des écrits comme le suivant, dans lesquels il se vante. Il dit: pour chasser les idées noires qui m'assiègent quelquefois, je fais couper des têtes, non pas des têtes d'artichauts, mais des têtes d'hommes. Donc ces gens qui ont opéré au moment de la première guerre d'Algérie c'est l'effet boomerang, l'effet retour de la violence au foyer. C'est Malcolm X qui dit ça, le retour de la violence au foyer. Est-ce que tu peux développer sur ça? Je ne sais pas, c'est pas vraiment une question, je suis désolé, mais il me semble que c'est très intéressant de voir qu'en fait, quand on se désintéresse des questions coloniales, en fait, elle revient par la petite porte, et en fait, on finit toujours par se manger un retour de la violence, en fait. Et c'est les classes populaires en général qui en font les frais.
Bien oui, moi j'ai fait une estimation, alors je suis incapable de justifier, mais bon, c'est un peu puffométrique peut-être. Mais je pense qu'il y a eu à peu près 1 million de Français dans la période que j'ai étudiée qui à un moment ou à un autre ont mis les pieds en Algérie. Pourquoi 1 million? Tout simplement parce que j'ai dit tout à l'heure que l'armée française était de 100 000 hommes déjà. Et comme il y a eu une très forte mortalité, il y avait un renouvellement permanent des hommes. Il y a eu, après, bien sûr, il y a eu les colons. Hein, donc je pense qu'il faudra qu'on consacre quand même quelques minutes aux colons. Et donc, et puis il y a les gens tout simplement qui sont allés. Il y a les premiers touristes. Je parle des premiers touristes qui arrivent, bien sûr, pas la toute première période, mais dès 1845, 48, 50, il y a des touristes de luxe, bien sûr, enfin, tout ça fait que l'Algérie a été présente dans la vie, oui, quotidienne des Français, on peut dire. Je cite un exemple très drôle, le prince d'Orléans, qui était un autre fils de Louis-Philippe, qui avait été en Algérie, a voulu faire goûter à son royal de père, donc Louis-Philippe, le couscous. Il y a eu un exemple où il lui a fait goûter du couscous et l'autre dit c'est absolument abominable, c'est dégoûtant, vaut mieux nos bons plats français. Il y a eu un certain nombre de... Le couscous a même été commercialisé, alors c'était sans doute il n'y avait pas encore de conserve à l'époque, je ne sais pas sous quelle forme c'était. L'Algérie a été présente par des représentations théâtrales. Et quand tu parles d'ensauvagement, les représentations théâtrales, c'est simplement des scènes de la conquête, des reconstitutions de la conquête. Je vous rappelle qu'à l'époque, le théâtre était très populaire. Rappelez-vous les Enfants du Paradis, alors c'est pas la même période, c'est bien ce que je décris, c'est bien avant, mais il y avait déjà un théâtre populaire. Il y avait vraiment des représentations où les Français, les Français moyens, disons, allaient au théâtre et voyaient, ils voyaient quoi? Il y a eu des reconstitutions de la prise d'Alger, des reconstitutions de la prise de Constantine, qui a été un drame, enfin les prises de Constantine, il y en a eu 2, etc., etc. Toutes ces choses-là étaient représentées, et on retrouve ça par exemple sous la plume de certains critiques de théâtre, parmi lesquels Théophile Gautier, qui était pas seulement l'auteur que vous connaissez, mais qui était également un critique de théâtre, et qui décrivait un petit peu ces choses-là. Il faut savoir par exemple que le Requiem de Berlioz a été joué pour la première fois à l'occasion de la première guerre d'Algérie. Je ne dis pas qu'il l'a écrit pour ça, il l'a écrit pour autre chose, mais il était déjà écrit lorsqu'il y a eu la mort du général peut-être d'Henraymont. Il y a une rue d'Henraymont à Paris, il y en a peut-être ici, je ne sais pas. Quand le général d'Henraymont est mort devant le siège de Constantine, justement en 1837, il a eu droit à des funérailles nationales. Et c'est la première fois qu'on a joué le Requiem de Berlioz, donc en l'honneur de l'armée d'Afrique. Vous voyez, comme quoi Et donc, pour revenir à ce que je disais, ce million de Français, ou en tout cas plusieurs centaines de millions de Français, qui, à un moment ou à un autre, ont foulé le sol de l'Algérie, revenaient avec leurs souvenirs. Alors certains revenaient avec des souvenirs qui étaient surtout, je dirais, pas antimilitaristes, mais hostiles à la hiérarchie militaire, qui disaient ils nous ont fait un certain nombre de misère, enfin même de violence. Mais beaucoup revenaient en se vantant, en étant sûrs d'avoir participé à une guerre de civilisation en quelque sorte. Et avec une dénonciation, non pas de leur propre violence, les violences de l'armée française, mais des violences des colonisés, des Algériens, des indigènes, comme on disait à l'époque. Et il y avait une sorte de vantardise. Si vous rappelez-moi le livre de Zola, La débâcle, dans La débâcle de Zola. Alors la débâcle de Zola, comme vous le savez, c'est la guerre avec la Prusse en 1871, mais il y a les anciens d'Algérie qui parlent. Et je cite ça dans mon livre, des anciens d'Algérie qui, entre deux combats, commencent à discuter et rigolent. Ils rigolent des crimes qu'ils commettaient. Donc ils parlent des viols, par exemple. Dans les preuves que je donne des viols, bon, je vous passe sur c'est dans Zola, hein, vous pouvez vérifier ça. Hein. Dans la débâcle, un vieux soldat dit à un autre, mais tu te rappelles quand bon, je finis pas la phrase, mais vous la trouverez dans le livre. Donc voilà, cet ensauvagement qui était basé sur
je dirais, l'intériorisation de la notion de hiérarchie de race. À partir du moment où on a face à soi des sous-hommes, eh bien, les saloperies qu'on fait ne sont pas tout à fait des saloperies parce que c'est fait au nom du bon droit, finalement. Je veux dire, l'auto-justification, elle était là. La dernière question que je me posais, tu l'as évoqué, c'est celle de la violence des colons, parce que la violence coloniale, c'est pas que celle des militaires, c'est aussi la violence des colons. Donc on sait, hein, l'Algérie devient rapidement, tu l'as évoqué, une colonie de peuplement. Hein, et un seul autre exemple dans l'histoire de l'impérialisme français, c'est celui de la Nouvelle-Calédonie Kanaki, hein, qui est encore présent, qui a une actualité éminemment brûlante aujourd'hui, puisque c'est encore une colonie française. Et donc la question des colons qui s'installent sur les terres qui sont volées aux populations algériennes. Tu dis que Bugeaud lui-même a donné des ordres pour que quand des colons s'installaient quelque part, il y ait systématiquement constitution de milice, pour que ce soit obligatoire, donc pour armer les colons. Hein. Et évidemment, je t'ai entendu faire un parallèle avec l'actualité en Cisjordanie. L'histoire que quand les colons progressent, la violence progresse. L'histoire de colons abrités derrière la violence, derrière la protection de l'armée. Est-ce que le parallèle, tu le maintiens? Est-ce qu'il est toujours valable? Et est-ce que tu veux développer? Alors, je vais répondre à ta question positivement d'ailleurs, mais la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut déjà détruire une idée reçue qui est celle du colon riche. La première génération de colons, c'était vraiment des pauvres airs. C'est vraiment j'ai appelé ça le lumpen colonna d'ailleurs, avec un clin d'œil à qui vous savez. Donc en général, c'était vraiment les pauvres de l'Europe qui ont sincèrement pensé qu'ils allaient vers des terres qui allaient leur permettre d'échapper à la misère, qui se sont abattus sur l'Algérie. Une chose qui est peu connue, c'est que jusqu'à 1948, la Seconde République va organiser l'expédition de colons. Hein. C'était même des voyages payés par l'État. Hein. Donc on a envoyé des dizaines de milliers de colons. Mais avant 1948, c'est essentiellement des gens qui partent, qui payent leur voyage ou qui ont réussi à arriver en Algérie. Et la majorité ne sont pas français. Jusqu'à 48, jusqu'à 46, 47, 48, peut-être à vérifier, la majorité des colons ne sont pas des Français, ce sont des Maltais, des Italiens, des Espagnols et des Allemands. Il y a beaucoup d'Allemands. L'Allemagne est un pôle de misère incroyable au cœur de l'Europe à l'époque. Des Suisses également. Donc, tout simplement parce que les Français sont... Bon, les paysans français sont, par rapport à d'autres paysans, en particulier de l'Europe du Sud, moins dans la mouise, disons, moins dans l'obligation de partir. Donc les premiers colons, ce sont, par exemple, il y a beaucoup de gens qui partent des Baléares. J'ai retrouvé d'ailleurs, comment s'appelle le joueur de tennis, aidez-moi. Nadal, voilà. J'ai pas trop en histoire, mais en tennis. J'ai retrouvé une famille Nadal, par exemple, qui est arrivée. Alors, bon, Nadal, c'est peut-être un nom assez connu. Il est de minorque ou de major, je ne sais plus. En tout cas, il y a beaucoup de colons espagnols, beaucoup de colons maltais. Les Maltais sont les colons... Alors, il y a une hiérarchie à l'intérieur de la société coloniale. Les colons français qui sont quand même là, qui ne sont pas majoritaires mais qui sont quand même là, sont en général les colons les mieux vus. Viennent ensuite les Allemands, viennent ensuite Espagnols, Italiens, à peu près égalité, et la dernière race de colons, ce sont les Maltais, qui sont considérés véritablement comme des... je vous rappelle que Malte est une colonie anglaise à l'époque, c'est une île anglaise. Hein. Enfin, ce sont des Maltais qui vont, et qui sont en général vraiment les plus pauvres, et qui en plus d'ailleurs parlent arabe, donc enfin avec une langue qui est très proche de l'arabe, donc qui peuvent exercer les métiers les plus. Donc ces gens-là qui sont attirés vers la fuite de la misère, enfin l'arrivée dans l'opulence, arrive en général dans des terres très difficiles à cultiver, avec pratiquement pas d'outillage, contrairement aux promesses de l'État, parfois pas de bétail, parfois pas de semences. Donc la mortalité chez les colons vont être des victimes collatérales quantitativement très très importantes.
très très importante. Et donc il va y avoir cette période. Alors, ça ne retire rien au fait que ce sont quand même des gens qui volent, même s'ils ne sont pas tous conscients, qui volent la terre à leur véritable propriétaire. Les véritables propriétaires, c'est les Fellahs, c'est les Algériens qui étaient là depuis des générations, qui n'avaient pas forcément d'acte de propriété. Quand on cultive un lopin de terre depuis qu'on est enfant, et qu'on a aidé son père et qu'on a aidé son grand-père, et que toute la communauté villageoise sait que ce lopin de terre appartient à cette famille-là, eh bien, il n'y a pas besoin d'acte de propriété. Et quand les Français arrivent, vous n'avez pas d'acte de propriété. Donc, il y a vraiment là une expropriation massive d'Algériens. Les plus démunis quittent la région et vont mourir de faim. Je parlerai des chiffres à la fin, si vous voulez. Et les autres deviennent les ouvriers agricoles sur les terres qui leur appartenaient. Donc, il y a ce double aspect, si vous voulez. Les colons sont en même temps des pauvres et en même temps des exploiteurs. Alors, je parle pas en Cisjordanie, parce qu'en Cisjordanie, c'est pas des pauvres mais bon, donc voilà, voilà un petit peu le schéma qui se présente. Il y a un petit peu un début de colonisation capitaliste. J'ai oublié le nom d'un des domaines. En tout cas, il y a quelques grandes fortunes qui investissent et qui vont ensuite faire fructifier. Mais l'image du gros colon qui domine des champs entiers de blé ou de vignes, la viticulture est très peu développée dans la période que j'ai étudiée. La viticulture de colons est très très peu développée. Et en tout cas, il n'y a pas de vinification, ou très peu. Donc, cette image du colon riche, il faut l'oublier pour ma période. Elle commence essentiellement avec le Second Empire, et puis d'où les rivalités d'ailleurs entre Louis-Napoléon Bonaparte et le monde des colons. Je dis avant de passer la parole, juste un chiffre. Un collègue qui est démographe, qui s'appelle Kamel Kateb, a écrit un livre donc, de démographe sur la démographie algérienne à l'époque. Lui, il va jusqu'à 71, donc la grande révolte kabyle, et il estime qu'il y a eu à peu près 825 000 morts. Et donc, moi, j'ai fait une péréquation qui n'est pas scientifique, mais qui, malgré tout, me paraît quand même assez proche de la réalité, puisque la période de la conquête était encore plus, par rapport à ce qui a suivi, encore plus destructrice. Donc, je pense qu'il y a eu à peu près 500 000 morts dus à la conquête, des effets directs ou indirects. Alors, les 500 000 morts, il y en a très peu qui sont morts au combat. C'est les cavaliers d'Abdelkader ou d'Ahmed, ou certains francs-tireurs qui étaient auprès des villages, mais l'immense majorité des morts, eh bien, c'est la famine, c'est les maladies. Le choléra n'existait pas en Algérie, n'existait pas en Afrique. Il n'y avait pas de choléra en Afrique, là-dessus je suis formel. Il était amené à leur corps défendant par des colons espagnols d'ailleurs. Donc c'est essentiellement les famines et les maladies. Donc voilà, ce bilan, il est absolument abominable, puisque sans recensement en 1830, on pense qu'il y avait entre 3 et 4 millions d'habitants en Algérie, donc 500 000 morts, si on part de 3 millions, c'est 15% ou 13%, ce qui est un chiffre rarement atteint dans l'histoire. Merci Alain Ruchot.